Donc voilà, comme je vous le disais il y a un instant, aujourd'hui je vous propose un web séminaire sur une utilisation de Panorama Historian. C'est un outil que j'ai déjà présenté. On va passer assez rapidement sur les points théoriques, on va dire, et sur les utilisations possibles du produit pour passer plus concrètement sur une mise en œuvre du produit. Voilà, donc l'agenda du jour. Très rapidement, le champ d'application, comment fonctionne Panorama. L'utilisation donc de l'outil de développement Panorama Studio pour créer des applications Panorama. Et ensuite, on va voir directement une démo avec une manipulation, une consultation et pourquoi pas la construction d'un rapport. Ensuite, en conclusion, eh bien, un petit rappel de ce qu'on a vu, de ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, pour passer ensuite à vos questions. Donc, comme je le disais, je souhaite qu'il n'y ait aucun prérequis réellement nécessaire. Donc, je fais un petit bref rappel sur les utilisations de Panorama. La plupart des gens qui sont présents aujourd'hui sont des habitués à nos web séminaires et en ont déjà suivi auparavant. Donc, Panorama Historian s'intègre dans la suite Panorama et utilise les mêmes notions et mécanismes et les logiciels tels que Panorama Studio qu'on verra tout à l'heure. Ça fait donc que l'outil Panorama Studio, ici qui est représenté par une ampoule, sert à construire des applications aussi bien pour Historian, pour E2 et pour Com. On va retrouver donc toutes ces notions d'arborescence, d'application, de conception avec des composants, la construction de règles de renseignement automatique de propriété, les principes d'écriture, de propagation des données, etc. La construction de classes utilisateurs, donc des plugins que vous développez pour ajouter des fonctionnalités au produit. Tout ça est disponible dans les 3 produits Panorama. Donc aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à Panorama Historian. C'est un outil qui va avant tout être autonome, indépendant. Il permet de capter et stocker des données pour en extraire des informations afin d'améliorer les systèmes, prendre les bonnes décisions basées sur des analyses documentées. Bien sûr, il peut fonctionner en synergie avec les autres produits Panorama et bien sûr, on peut élargir les possibilités du logiciel. Donc Panorama Historian gravite autour d'une base de données qui permet de répondre à des exigences et donc de mettre en parallèle des exigences et des solutions. C'est un petit peu la philosophie de ce slide où d'un côté, on va avoir des restrictions ou des informations pour lesquelles on souhaite construire une information pertinente pour pouvoir être en corrélation avec une législation, des performances, une efficacité énergétique, etc. Donc ça peut toucher bien sûr tout type de métier. Donc techniquement, Panorama Historian est équipé d'un ou plusieurs modules d'acquisition qui sont soit locales sur la machine d'hébergement du serveur, soit à distance sur d'autres machines. Principalement, Panorama Historian fait de l'acquisition en format OPC, DA et UA. Il fonctionne donc en synergie avec Panorama E2 et Panorama Com. Vous pouvez ajouter une fonctionnalité Panorama Com à Panorama Historian pour faire de l'acquisition, par exemple, de type BACnet, de type télégestion, Modbus, etc. Pour donner d'autres protocoles à Panorama Historian. Vous pouvez interagir avec des applications Panorama E2 pour principalement, par exemple, tout ce qui va être l'exploitation des richesses, des fonctionnalités d'alarme de Panorama E2. Et bien sûr, si vous avez des applications Panorama E2 ou Panorama P2 déjà en exploitation, vous pouvez utiliser les archives des applications qui tournent sur Panorama E2, P2 sans les modifier pour alimenter des bases de données Panorama Historian et donc bénéficier des fonctionnalités que l'on va voir juste après. Deuxième partie, traitement, on détaillera plus en détail tout à l'heure. Une partie présentation de données, donc au travers d'un portail web qui est intégré à SQL Server que l'on préconise à utiliser. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres connecteurs de Panorama Historian pour faire de la consultation, par exemple, via le protocole OPC UA-HA, H bien sûr pour historique, et bien sûr d'utiliser au travers de la base SQL tout type d'outils qui sont compatibles. Donc on peut utiliser du Word, du Excel, mais aussi sachez qu'il y a une visionneuse dans la partie supervision de Panorama E2 pour récupérer des données sous forme de graphique ou sous forme de traitement dans Panorama. Donc la première partie, c'est la capacité à collecter des informations de Panorama Historian, donc je l'ai dit tout à l'heure, OPC UA et DA principalement, avec des connecteurs via d'autres outils Panorama Com, Panorama E2, qui permettent de faire du BACnet, des alarmes Panorama, du Modbus, de la télégestion.
Deuxième partie, c'est la partie traitement de Panorama. On peut faire un traitement des données acquises et des calculs avant de pousser les informations en base de données, donc qui permet de donner plus de pertinence aux données qui sont acquises pour en transformer vraiment en indicateurs, vraiment en informations utiles. Donc cela se fait par exemple au travers de formules Panorama et bien sûr aussi au travers d'objets VBScript de Panorama. Les différents types de données qui sont acquises via ces différents types d'acquisition sont bien sûr des données numériques de manière générale, qu'elles soient analogiques, entières, réelles, etc. en fonction de vos équipements. Binaires de tout type, hein, on peut imaginer que ce soit des fonctionnalités marche arrêt, ouvert fermé, 0, 1, alarme présente ou absente lorsque vous n'avez pas forcément un système Panorama E2 comme source de données. Depuis la dernière version, vous pouvez exploiter les historisations de texte pour faire des libellés ou des informations d'événements directement dans Historian pour faire du login, par exemple, du log de connexion. Et bien sûr, des dates. L'avantage, c'est que vous pouvez sélectionner les données à historiser. Toutes les données acquises ne sont pas forcément historisées et vous pouvez bien sûr, au travers des formules et des scripts, générer de nouvelles informations construites sur une ou plusieurs acquisitions pour pousser ces informations en base de données. Donc, une fois que les données sont identifiées pour les envoyer dans la base de données, on peut effectuer une rétention d'historique et de calcul statistique de compteurs dans la base. Rapidement, les dimensions des licences, on commence à 100 points de stockage jusqu'à 200 points de stockage. Les données qui sont acquises par Panorama Historian ne sont pas comptabilisées dans les licences et on peut atteindre en régime permanent 20 000 enregistrements par seconde sans de grosses contraintes. Pour pouvoir stocker ces informations en base de données, qui sont habituellement donc une identification d'une donnée avec une valeur et un horodatage si on s'appuie sur de l'OPC, il faut ajouter des libellés, des informations pour dire à Panorama Historian quels sont les traitements à effectuer sur cette donnée. Donc avant tout l'identification, et pas forcément celle de votre source ou celle de l'application. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur la source de données, sur l'application Panorama ou sur ces libellés pour construire les étiquettes que vous souhaitez renseigner pour ces différentes valeurs. Ensuite, vous pouvez associer un traitement à cette donnée qui est forcément lié à sa nature. On ne va pas avoir les mêmes calculs statistiques sur une donnée binaire que sur une donnée analogique. Et le troisième point, la partie catégorie. Catégorie, ça permet de grouper des données par signification, métier ou utilisation, et plus concrètement de les faire apparaître dans tel ou tel rapport. J'ai un rapport orienté maintenance, bien je vais aller chercher des données de catégorie maintenance, par exemple. Donc si vous connaissez déjà les produits Panorama, vous pouvez vous appuyer sur la source de données pour construire l'arborescence de votre application. Donc en OPC, vous avez déjà une structure de données, vous pouvez reprendre cette même structure dans votre application et vous pouvez bien sûr la biaiser, inverser des éléments pour correspondre davantage à votre besoin. Et par des règles de renseignement automatique, vous pouvez automatiquement donc renseigner ces libellés dans l'application en fonction de la contextualisation des objets Panorama. On peut aussi, dans certains cas, séparer la partie acquisition des données et la représentation des équipements pilotés qui sera plus utilisée dans la partie historisation. C'est totalement souple. C'est bien sûr lié au principe de développement des applications Panorama. On verra avec un cas concret dans le développement d'une application Panorama Historian. Une fois que les données sont dans la base de données, que les traitements sont en cours ou effectués, on peut bien sûr présenter les données sur différents outils. Donc, nous, on préconise l'utilisation de Reporting Services, qui est le portail web intégré à SQL Server. Vous pouvez utiliser Excel ou Panorama E2 pour consulter ces informations. Un Panorama E2 a un objet précis qui permet de lire la structure de la base Panorama Historian et d'aller rechercher facilement des informations. Sachez qu'on propose aussi des vues optimisées pour une consultation facile et rapide des données directement dans la base sans avoir des connaissances avancées en SQL.
Le portail web que je vous propose, qui est proposé en standard avec Panorama, a toute une interface, toute une gestion pour proposer des abonnements, gestion des profils utilisateurs, déclencher des publications de rapports sur certains événements. On peut exporter les rapports sous différents formats. On peut même adapter en fonction du rendu l'exécution du rapport, donc afficher des menus quand on est en ligne, et ce même rapport, par exemple, masquer des menus lorsque l'on exporte par exemple au format PDF. Bien sûr, on peut construire des envois automatiques cycliques sur une boîte mail des différents rapports ou sur un répertoire partagé. L'avantage de cet outil, c'est qu'il reprend un petit peu les mêmes notions que Panorama. Il n'y a pas d'installation particulière pour Panorama, pour Reporting Services. Il est directement intégré dans l'outil SQL Server. Vous avez une consultation qui est accessible depuis partout. En fonction bien sûr des droits d'utilisateur, vous pouvez exécuter un rapport ou le modifier. De la même manière que Panorama Historian, vous n'avez pas de limitation sur l'acquisition, le nombre de rapports, le nombre de sources ou de types de représentation, le nombre de représentations dans les rapports. La complexité ou la richesse des rapports n'est pas limitée par la licence, de la même manière que la construction d'applications Panorama. Vous n'avez non plus pas de limitation sur la connexion ou l'exécution de rapports, si ce n'est bien sûr que les limites physiques. Si on commence à se connecter à 300 sur un même serveur de rapport, on risque d'avoir des petits soucis de performance. Voilà pour le bref rappel, je suis allé assez vite, 12 minutes, sur les bases de Panorama Historian. Donc on va passer sur une présentation un petit peu plus pratique des choses. Donc ici, je suis sur une application complètement vierge. Sachez qu'en parallèle, j'ai une application qui tourne pour alimenter justement ma base Panorama Historian pour avoir des rapports avec des données. Je ne vais pas faire d'acquisition, j'ai simulé une acquisition dans mon unité Panorama. Pour ce faire, je vais générer une mesure toutes les secondes, qui va être donc une mesure réelle. Je vais l'appeler simulation. Cet objet simulation, je vais lui dire qu'il correspond à, je ne sais pas, 100 fois une sinusoïde par exemple. De secondes divisé par 5 plus 10. On va faire 5.0 pour conserver un réel. Ma formule est bonne. Voilà. Et donc toutes les secondes, je vais avoir la propriété value de ma simulation qui va changer en suivant une sinusoïde plus ou moins 100 à peu près. Tout simplement. Donc là, on va dire que c'est mon acquisition Panorama Historian. Je vais définir un export. Donc un export de données. Export 1, parce que je peux avoir plusieurs exports. On peut imaginer que mon application Panorama Historian exporte vers 2 serveurs Historian différents, où je peux donner différentes contraintes à plusieurs exports. Et cet export, tout simplement, il va me demander un web service. Donc par défaut, c'est celui local, il n'y a pas de souci. On peut aller chercher des données à l'intérieur, donc MI, qui permettent de faire le point de référence de cet export, car je peux construire à l'intérieur de cet équipement une arborescence de nommage des données Panorama Historian. Donc par exemple, le site 1, un équipement 1. Donc ce sont bien sûr des libellés que j'ai choisi de renseigner ainsi. On peut bien sûr renseigner d'autres manières l'arborescence de données, et donc je vais construire l'identification de la donnée de la même manière qu'on l'a vu sur le PowerPoint tout à l'heure avec l'imbrication d'un site, d'un équipement, d'un groupe pour obtenir au dernier niveau différents types de données, donc données avancées, donc qui peut être de type entre guillemets variant dans Panorama, donc qui peut correspondre à n'importe quel type de données à la base, et sinon des données déjà typées avec booléennes, chaîne de caractères, compteur, date et numérique. Donc ici, je vais avoir un numérique, qui est donc un flottant, et qui va être, je ne sais pas moi, une température d'un four, par exemple, température. On peut bien sûr à chaque niveau changer le libellé
de la donnée. Si elle n'est pas renseignée, c'est le nom de l'objet lui-même qui sera utilisé dans la classification. Et la valeur, je vais aller chercher un lien par un double clic. Hop, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre qui me permet d'aller chercher la valeur, donc ici acquise ou simulée, dans mon application. Au-dessus, j'ai défini les catégories supplémentaires de ma donnée et la priorité pour lui donner une importance. Les différents types de traitements. Historisation, statistique et valeurs courantes. Donc là, c'est une construction dite manuelle. Je vais construire un élément après les autres, une mesure après l'autre. Bien sûr, si j'ai 30 000 mesures sur mon installation, je ne vais peut-être pas forcément le construire ainsi. Donc, je vous propose de visualiser une autre application qui est déjà construite, qui permet et qui tourne d'ailleurs actuellement, qui permet de renseigner des valeurs dans mon application, qui s'appuie sur des modèles de composants, donc des constructions préétablies applicatives de composants et de mesures qui sont déjà toutes ici. On voit que cette donnée-là est un export historian, c'est une donnée exportée historienne avec déjà des libellés, des constructions qui sont déjà faites, déjà renseignées avec des règles de renseignement automatique de propriété. On ne le verra pas aujourd'hui comment on construit ces règles de renseignement automatique. Je vous renvoie sur d'autres web séminaires qui ont déjà eu lieu sur la prise en main de Panorama E2 par exemple, qui utilisent exactement ce même principe. Et donc facilement, on peut avoir une pompe, une station de pompage avec différents types d'équipements déjà présents. Donc là, l'application, elle tourne, elle envoie des données vers Panorama Historian dans notre base de données. Et je vous invite donc à aller consulter immédiatement le portail web, donc l'autre extrémité de l'application Panorama Historian, avec donc au travers du portail web de ma machine, consulter les données Reporting Services présentes dans la base de données SQL de Panorama Historian. Dans d'autres web séminaires, j'ai présenté les rapports qui étaient fournis. Donc aujourd'hui, je ne vais pas présenter les rapports-là, je vais aller présenter d'autres rapports qui sont en cours de développement par mon collègue François Marseille, que nombre d'entre vous connaissent déjà, sur la présentation de différents éléments Panorama sur la présentation de différents éléments Panorama d'historisation, de valeurs courantes et de statistiques qui viennent un petit peu compléter les rapports que nous fournissons déjà. Donc, premier rapport, il nous donne un historique sur les données numériques. Donc, j'ai toutes les données qui sont cochées ici en historique. Par exemple, les débits ici sont cochés en historique. On ne le verra pas très bien. Bien sûr, dans le montage vidéo, je ferai un zoom pour la publication sur la chaîne YouTube, afin de mieux visualiser cet élément. Et donc, dans Internet Explorer, je vais retrouver les éléments principalement donc, de débit qu'on a vu tout à l'heure, avec des outils de plier, déplier pour aller consulter les différentes mesures. Donc ici, j'ai une sinusoïde, forcément, c'est le même principe que ce que je vous ai montré dans mon application de démo. Je peux avoir les détails des différents éléments. Et donc aller appeler par exemple un autre rapport avec le détail de la donnée sélectionnée au cours du temps. Voilà, c'est des rapports assez simples. Je reviens en arrière. Je voudrais vous présenter aussi les particularités donc, de synergie, comme je l'avais dit tout à l'heure, entre des données Panorama Historian et des données Panorama, je vais reprendre l'accueil, et des données Alarme Panorama E2. Donc cette fonctionnalité, c'est forcément avec du Panorama E2 en synergie. Pour avoir, par exemple, courant ou dernier cycle terminé, par exemple, avec toute la richesse des fonctionnalités Alarme Panorama E2. Donc les personnes qui connaissent Panorama E2 voient déjà de quoi je parle avec des dates d'apparition du défaut, date d'apparition de l'alarme, date de prise en compte, date d'acquittement, date de disparition du défaut, date de disparition de l'alarme, date de disparition du défaut, date à laquelle le défaut a disparu et acquitté, et à la date à laquelle le cycle se termine. Donc on a toute une richesse liée aux alarmes Panorama E2. Si vous n'avez pas de Panorama E2, vous pouvez toujours faire des traitements sur les présences d'alarmes ou de défauts
via l'utilisation d'un booléen, un élément binaire, de présent ou absent, alarme présente absente, et on peut faire des statistiques moins riches que celles-ci, mais qui sont toujours pertinentes sur le nombre d'apparitions du défaut, de disparition, la durée de présence, etc. On peut avoir bien sûr des statistiques calculées sur les cycles d'alarme, les durées moyennes, donc faute average duration. C'est exactement les libellés qui sont présentes dans la base Panorama Historian. C'est pour vous aider à construire vos propres rapports basés sur ceci, par exemple, avec toujours bien sûr ces notions de plié déplié. Bien sûr, on peut exporter, par exemple au format Excel, ce genre de rapport, pour pouvoir le consulter, le modifier dans un Excel. Hop, je l'ouvre. Et du coup, j'ai exactement la même mise en page avec la même capacité de plier-replier. Hop, on va activer la modification. Et donc là, je peux retraiter, modifier, mettre en page mon rapport sous une autre forme pour correspondre à un des modèles de publication d'informations. Voilà, je voudrais parcourir aussi quelques rapports que j'ai construits pour nos démos, pour nos publications, pour nos brochures, etc. Ou ici, j'ai un autre type de rapport, toujours un autre rapport d'accueil, mais il présente les choses sous un angle différent, avec par exemple des alarmes. Donc là, ce sont des alarmes, mais ce ne sont pas des alarmes Panorama E2, ce sont vraiment des alarmes qu'on peut utiliser indépendamment de Panorama E2, uniquement dans Historian, avec n'importe quel système de supervision ou d'acquisition en dessous, quoi. Où j'ai une comparaison entre les alarmes du 22 jusqu'au 29 novembre. Donc il y a 6% d'alarmes en moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'en avais 49 le 22 et le 29, j'en ai plus que 46. J'ai beaucoup d'alarmes de priorité haute. Pourquoi? Parce que, au cours du temps, je remarque qu'en dehors des cycles de fonctionnement de mon installation, j'ai des alarmes qui restent présentes en cours dans mon système. Donc là, pour reprendre un petit peu des informations de type EMUA sur les statistiques de présence d'alarme, de durée, d'occurrence, etc., j'ai construit différents graphiques qui permettent de montrer les alarmes les plus fréquentes ou les horaires, par exemple ici les tranches horaires où il y a le plus d'alarmes. On peut avoir bien sûr des regroupements à la journée et ici des regroupements à l'heure pour avoir différentes représentations de la même information qui serait la plus pertinente dans vos métiers. Ce rapport avec des sélections et des filtres. J'ai par exemple des données de type pompage avec un filtre et du coup les données disponibles sont liées au filtre que j'ai prédéfini. Ensuite, j'ai choisi de définir un deuxième filtre pour les libellés des données, donc une deuxième étiquette Panorama Historian. Et donc, ce qui me reste de disponible dans pompage, c'est des pompe 1 et des pompe 2, ce qui me permet de sélectionner les données dans la construction, dans l'exécution du rapport. Voilà, dans un troisième temps, là, je vais vous proposer de construire de manière simple un rapport sur Report Builder, qui est directement donc intégré dans la suite SQL Server, pour pouvoir comparer différentes mesures. Là, par exemple, j'ai une plage horaire de 0 à 23 heures qui compare une référence, une moyenne donc, de toutes les mesures sur toutes les tranches horaires de la plage, donc du 23 novembre au 30 novembre. Et par-dessus, je viens superposer une courbe de la mesure de la journée en cours. Et donc, je fais une comparaison de la moyenne sur une semaine par rapport à la journée sélectionnée. Donc, j'utilise un outil standard du marché qui me permet d'aller consulter ma base de données. Vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres. Si on a le temps, si vous avez des questions, on pourra en illustrer quelques-uns. Voilà, donc on va repartir de zéro. Hop. Et voilà. Donc je pars d'un rapport vide. Mon rapport, il va aller se connecter à la base de données. Donc je vais lui définir une source de données. J'ajoute une source de données. Bien sûr, j'en ai déjà qui sont listées parce que ce n'est pas mon premier rapport. Et je vais aller chercher des données Pano IT Demo, donc qui est une base, comme une base Panorama Historian, mais déjà renseignée, statique, séparée du fonctionnement séparée du fonctionnement de Panorama Historian en temps réel.
Ça, je suis toujours sûr d'avoir des données disponibles. Donc, je définis une source de données. Je peux définir plusieurs sources de données. Je peux aller chercher des informations sur plusieurs bases de données différentes. J'utilise donc un dataset. Ce dataset va me permettre d'aller faire une extraction d'informations de cette base de données. Donc, je vais sélectionner une source de données pour un dataset. Et je peux construire une requête, un select, etc. Je peux aller faire une formule. Souvent, vous verrez ce genre de petit outil qui permet de créer une formule dans l'outil Reporting Services, dans Report Builder, pardon. Et je peux, si je ne me sens pas d'attaque, utiliser un concepteur de requête qui va me permettre de construire la requête SQL sans ne pas avoir besoin de la taper. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fournissait une base de données ouverte avec des vues. Donc, des vues, c'est une synthèse des différentes tables, différentes informations de la base de données dans une représentation plus simple pour visualiser des choses. Par exemple, on va faire statistiques numériques à plat. Je vais aller récupérer la date, le nom de la donnée, l'équipement, le groupe, le site par exemple pour avoir une arborescence. Et je voudrais par exemple la valeur moyenne des données. Donc là, ce sont les champs qui vont être récupérés. Je ne vais pas aller récupérer l'intégralité de tous ces champs. Je vais pouvoir construire des filtres sur ces éléments. Donc, je vais faire déjà un filtre sur la datstat, qui est la base des filtres dans un système historian. Je vais aller chercher des plages. De données supérieures ou égales au 1er novembre 2016 et je coche la case pour que ce soit un paramètre. Du coup, je pourrais avoir la valeur par défaut au 1er novembre, mais aussi pouvoir le modifier avant l'exécution du rapport. De la même manière, je vais faire un deuxième filtre sur le datstat qui me dit une borne supérieure dans le temps. Et là, on va dire 31/12/2016. Pareil, je le planifie sur un paramètre. Je peux aussi donner des filtres sur les noms des données, les équipements, les groupes et les sites, de la même manière que celle-ci. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs. Voilà, donc la requête est construite automatiquement. Je peux la modifier dans cet éditeur ou l'utiliser tel quel. Du coup, quand je valide la construction de ma requête, je vais avoir mes deux paramètres ici qui sont ajoutés. Donc datstat, le premier datstat, c'est date de début, qui sera présenté dans l'invite. Et mon deuxième datstat, c'est la date de fin qui sera donnée à l'invite de l'exécution du rapport. Par défaut, on a déjà la valeur qui est renseignée puisque j'avais renseigné dans mon concepteur de requête. Et il a déjà tout de suite compris que c'était une donnée de type date-heure. Voilà, donc j'ai mes paramètres, j'ai ma source de données, j'ai l'extraction qui est faite. Maintenant, il suffit d'insérer, par exemple, un graphique, un système graphique. Donc je choisis le dataset pour effectuer ce graphique. On va faire, par exemple, des courbes. Donc en catégorie, donc sur l'axe des X, je veux la date-heure, par exemple, la valeur moyenne sur les données. Je vais plutôt prendre la dernière de la tranche de l'agrégation. Je regroupe les données par site, puis par équipement, puis par groupe, puis par nom. Donc par exemple, je peux avoir deux équipements différents, mais qui portent tous les deux la même mesure qui s'appelle par exemple débit, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Mais techniquement, ce seront des données séparées, bien évidemment. Le plus facile, c'est le générique. C'est celui qui, je trouve, le plus beau pour l'exécution du rapport. J'enregistre et on exécute et on va voir un petit peu qu'est-ce que donne comme résultat cette petite conception. Donc on a ici les deux bornes de données avec 1, 2, 3, 4 mesures différentes. Bon, les champs ne sont pas renseignés, donc forcément ils ont tous le même site par défaut, le même équipement par défaut, le même groupe par défaut. Donc seul le nom diffère. On a donc les plages de données. Si je commence par exemple au 21 novembre jusqu'au 31 décembre, eh bien je vais aller chercher les plages du 21 novembre jusqu'au 29, puisque la donnée, ou peut-être ce matin, la donnée a peu évolué depuis. Voilà pour la construction des rapports. C'est quelque chose de relativement simple. Je passe à la conclusion et ensuite je passe à vos questions.
Donc la conclusion, c'est un bref récapitulatif de ce que nous avons vu aujourd'hui. Toutes les fonctionnalités sont dans Panorama, que ce soit Panorama E2, Panorama Com ou Panorama Historian, le sujet du jour, on a les mêmes outils. De même, avec Reporting Services et Report Builder, on va utiliser les mêmes principes, la même philosophie. L'intégralité des outils proposés sont extensibles, ouverts et autonomes. Nous avons vu aujourd'hui la quasi-totalité d'utilisation de Panorama Historian. Nous avons tout fait sauf la partie réellement d'acquisition. Donc, pour ça que j'écris de B à Z, nous avons vu rapidement l'arborescence, nous avons vu des composants, différents types de données, les étiquettes via une saisie de valeur brute, via une règle de renseignement automatique, via des composants. On n'a pas vu l'export, je pourrais donner des informations liées à l'export si vous le souhaitez. Donc on peut définir les étiquettes Panorama Historian au niveau de l'export en donnant un nœud d'arborescence pour chacun des différents libellés d'identification. Donc le site, l'équipement, le groupe et le nom. On a vu bien sûr la consultation de données au travers du portail web et la construction d'un rapport. Je précise aussi que nous avons abordé toutes les possibilités. Il existe bien sûr d'autres outils. Si nous avons le temps, on pourra peut-être aborder l'utilisation d'Excel, par exemple. Il y a d'autres outils plus sophistiqués, comme Power BI ou Power View, qui eux nécessitent par exemple la construction la mise en place d'un serveur SharePoint. Donc l'administration Windows, c'est peut-être un petit peu plus sophistiqué. Donc pour les bases, c'est peut-être pas forcément la première chose à laquelle on pense, mais sachez que ça existe et que c'est possible de construire ce genre de choses. Il existe d'autres compléments de Microsoft comme Analysis Services qui permettent de construire des données sous forme de cubes. Et bien sûr, nous avons vu que les bases d'un rapport simple, d'une extraction de données et de les afficher, on peut bien sûr faire des mixités dans les rapports, des choses bien sûr bien plus complexes, interroger d'autres sources de données par exemple qui ne sont pas du tout liées à Historian pour corréler des informations en provenance d'autres systèmes. Voilà, on va passer à vos questions et puis je vais essayer d'y répondre. Merci. Alors vous avez dit à plusieurs reprises, cela peut être des alarmes venant pas de Panorama E2. Oui, on peut travailler avec Panorama E2 ou sans Panorama E2 à partir du moment, en toute autonomie, Panorama Historian va faire l'acquisition au PC. On peut donc faire une acquisition d'une donnée, par exemple binaire, sur un système qui est la présence ou l'absence d'une alarme. Et je peux donc faire l'acquisition d'une donnée binaire et la considérer comme, par principe, comme la présence d'une alarme et faire une statistique binaire dans Panorama Historian. Et donc, je vais avoir, par exemple, le nombre de passages à vrai de cet élément binaire va me donner le nombre d'apparitions du défaut ou de l'alarme de mon système. Ludovic Olivier, comment intégrer un rapport Report Builder dans une vue Panorama? Je peux vous montrer une application Panorama. Tiens, j'ai salué le travail de François et je vais ajouter une vue dans une application Panorama E2 démo. Hop. Dans une vue démo, je vais ajouter un objet, donc un objet incrustable. Donc je suis dans ma vue. Dans ma vue, je vais ajouter un élément contrôle, certainement, afficheur de rapport. Afficheur de rapport, et cet afficheur de rapport, je l'incruste dans ma vue. Donc ça, c'est une première solution. Je vous en donnerai une deuxième après, qui permet par exemple d'afficher de manière plutôt statique, je dirais, des rapports. Donc dans les propriétés de cet objet afficheur de rapport, je dois renseigner l'URL du serveur. Donc, par défaut, si vous utilisez une installation automatisée de Panorama Historian, l'URL c'est celle-ci. Et je vais aller chercher un rapport qui va être par exemple, pour m'y retrouver, ça va être, donc là j'ai mon gestionnaire j'ai mon portail web et je vais aller chercher le chemin qui va bien, donc Panorama IT /user /home par exemple. /home, hein, Panorama IT, user et home. Donc c'est ce rapport-là qui va être affiché.
Utilisateur, mot de passe, là je suis dans une session sur le domaine, donc mon identifiant et mon mot de passe normalement sont reconnus. S'il y a un problème, j'affiche la boîte de dialogue. J'enregistre, je relance, je n'arrête pas mon serveur fonctionnel, je lance donc un supervise. J'ai mon application de démo Panorama Historian qui tourne et je vais aller chercher ma vue. Vue principale, c'est donc démo. Ploup, et donc du coup, j'ai l'exécution de ce rapport qui se fait dans cette encart. Donc ça, c'est une manière de faire. Le deuxième, c'est pour finir toujours sur l'afficheur de rapport. L'afficheur de rapport, on peut bien sûr donner des paramètres en sous-objet de l'objet afficheur de rapport. Et donc mon paramètre, il a un nom et a une valeur qu'on peut bien sûr renseigner via tous les mécanismes présents dans les outils Panorama. Donc ça peut être statique, ça peut être dynamique, ça peut être lié à un autre objet Panorama, une liste, un combo, des choses construites manuellement, automatiquement, bien, avec toute la richesse Panorama. Deuxième manière de représenter les choses, c'est d'utiliser par exemple une fenêtre de navigation qui propose d'autres méthodes, d'autres avantages, d'autres inconvénients sur la mise en œuvre de la chose, avec des choses où on peut avoir, eh bien là, la navigation avec des liens, etc. On peut envoyer des commandes supplémentaires via l'URL au portail web pour afficher sous telle ou telle manière le rendu, chose qui est plus difficile à faire avec l'afficheur de rapport de base. Pourquoi? Parce que on est limité à toutes ces options-là, et il y en a d'autres qui sont disponibles via le navigateur. Et donc vous construisez l'URL avec la valeur des paramètres dans l'URL. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Quelle est la différence entre Historian et Panorama IT? Alors Panorama Historian, pour les personnes qui connaissent Panorama IT, la difficulté était de pouvoir proposer la solution Panorama IT de manière autonome sur des installations qui ont déjà un système de supervision. Or Panorama IT, même si le protocole était ouvert et documenté, à part utiliser avec Panorama E2, c'était très difficile. Donc aujourd'hui, on a scindé l'utilisation de Panorama IT en ajoutant des fonctionnalités Panorama E2 pour pouvoir avoir un outil complètement autonome. Et du coup, on a toute la partie moteur Panorama, donc composeur pour ceux qui connaissent, intégrée dans Historian avec eh bien, les fonctionnalités, avec certaines fonctionnalités Panorama, du type script, du type formule de calcul, et aussi de nouveaux objets plus spécifiques à Historian qui sont aussi plus performants. Frédéric, je n'ai pas vu l'info quality, mais j'imagine que c'est implicite et systématique dans l'historisation. Oui, c'est implicite et systématique, et ça permet aussi au calcul d'être fait, de prendre en compte la mesure en fonction de sa qualité dans les calculs ou pas. En fait, on va définir dans le paramétrage de la base Historian les qualités minimales des mesures qui lui sont envoyées pour être prises en compte dans les calculs statistiques. J'ai une mesure qui évolue au cours du temps, par exemple, elle change. Elle est toujours de bonne qualité, mais si je perds la communication avec l'équipement, qu'est-ce que je fais de cette mesure qui devient de qualité bad? Eh bien, je peux considérer que cette mesure est bonne malgré tout, et donc continuer à prendre en compte la dernière valeur enregistrée pour effectuer les calculs, ou si elle n'est pas de bonne qualité, ou si elle devient trop ancienne, puisqu'on a toute bien sûr la panoplie des qualités OPC, ne plus la prendre en compte au bout d'un certain temps, bien sûr, dans les calculs de statistiques, de moyenne, de nombre de démarrage du moteur, etc. Ce web séminaire est maintenant terminé. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Il sera disponible en ligne sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet dans environ un petit mois, le temps de trouver une journée pour faire le montage de la vidéo. Voilà, je vous remercie tous et à bientôt et bon appétit. À bientôt.